C'est initié et organisé par la CSG Section Montréal. Premièrement, nous tenons à remercier notre partenaire principal, le gouvernement du Québec. Nous vous rappelons qu'il est important d'éteindre vos appareils, vos cellulaires, de les mettre en veilleuse pour le temps d'une conférence ou même plusieurs. Et puis, nous essayons de faire respecter le temps par nos conférenciers. Notre prochain conférencier, c'est Steve Guillemette. Steve Guillemette est titulaire d'un baccalauréat en géographie et en télédétection de l'Université de Sherbrooke. Il travaille comme conseiller en système d'information pour la Ville de Québec depuis 2010 et cumule 14 années d'expérience en géomatique. M. Guillemette est responsable d'intégrer, de diffuser et de supporter la maquette 3D au sein de la Ville de Québec. Alors, M. Guillemette, vous pouvez commencer. Merci. Merci. Donc, aujourd'hui, la présentation concerne la maquette 3D de la Ville de Québec. Donc, je vois beaucoup de visages que je connais, donc c'est encore plus de pression pour moi, parce que là, il y a des gens de la Ville de Québec, là, il ne faudra vraiment pas que je dise de niaiseries, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, nous y voilà. Donc, le sujet principal est la ville virtuelle de Québec. Donc, une petite présentation un peu de la section géomatique au TIT de la Ville de Québec. La section s'occupe de développer, de maintenir et de supporter tous les systèmes géomatiques nécessaires aux utilisateurs internes de la Ville, donc ce qu'on appelle nos clients, même si dans le privé, ils rient tout le temps de ça. De plus, elle gère l'intégrité des bases de données géomatiques corporatives et pour être ensuite diffusées sous diverses formes. Donc, les clients s'approvisionnent, ils fournissent la donnée, nous on les stocke, on les sécurise, puis on leur retourne la donnée. Aussi, la section géomatique des TIT compte 5 techniciens, 4 professionnels et un directeur de section. Ce nombre varie constamment parce qu'on est en pleine croissance à la Ville de Québec. Petite description rapide des systèmes qu'on utilise, puis aussi du nombre d'utilisateurs. C'est un portrait là, très global parce que je dirais que de plus en plus, tous les employés de la Ville de Québec utilisent la géomatique par la carte interactive. Très belle application en passant. Disponible aussi aux citoyens puis à l'extérieur de la Ville de Québec. Fait que vous avez juste à aller sur le site web de la Ville, puis il y a un onglet qui est marqué carte interactive. Où il réfère un tour, même si ce n'est pas moi qui l'ai développé, les gens qui l'ont fait, c'est A1. Donc, le nombre d'utilisateurs des logiciels géomatiques purs et durs, comme on pourrait dire, c'est plus ou moins 300 professionnels et techniciens. Les logiciels qu'on utilise, c'est surtout l'extension, et les extensions proviennent surtout des séries. On parle d'ArcView, ArcEditor, ArcInfo, toutes les extensions qu'on peut avoir, tous les analystes des séries, on les a. Aussi, on a d'autres logiciels pour compléter, MicroStation, AutoCAD, aussi DVP qui va migrer prochainement pour Datem, en ce qui a trait de la photogrammétrie. Et aussi, on a un logiciel qui s'appelle FME pour nous sauver beaucoup de temps en programmation ArcObjet. Donc, là, on va se lancer un peu plus dans ce qui a trait à la maquette 3D en tant que telle. Il y a une petite historique en ce qui concerne la maquette 3D. Elle date quand même de 1994. Elle était surtout créée, maintenue et développée par un technicien à l'aménagement du territoire. C'était très local, c'était sur son poste et les gens allaient le voir justement pour avoir de l'information. S'il y avait un nouveau projet à la ville, bien, lui, il le mettait en contexte dans la maquette qui était surtout dans l'environnement Bentley, MicroStation. Donc, il y avait plusieurs fichiers qui étaient disponibles. Et puis, la donnée était accessible seulement très localement. Donc, la progression à la ville en tant que telle, je vais vous montrer un peu les zones à la ville où la maquette a commencé à être créée. Donc, c'était surtout dans l'environnement du parc des champs de bataille, le Vieux-Québec, que ça a commencé en 1994.
C'est surtout, comme vous allez le voir, c'était surtout orienté sur les projets. Il y avait surtout une zone de développement il y avait beaucoup de projets qui se réalisaient dans le coin du parc des Champs de bataille. Donc, c'est pour ça que la première partie de la maquette a été cette zone-là. Par la suite, il y a eu une extension dans le coin de Charlesbourg, le Trait-Carré de Charlesbourg. Par la suite, il y a eu tout l'axe Charret, puis aussi une partie dans Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge. Par la suite, il y a encore eu d'autres extensions pour justement donner tout ce qu'on voit, c'est du LOD 2. Il n'y avait pas de LOD 1. Je vais vous expliquer plus tard c'est quoi les différents LOD. On va le voir plus clairement. Et en 2007, toute la ville fut cartographiée en 3D en LOD 1, LOD 2 seulement. Les LOD en français, ce serait des niveaux de détail. Et maintenant, ce qu'on fait présentement, c'est des mises à jour. Parce que l'ensemble de la ville est complété en 3D. Ce qu'on fait, c'est soit des ajouts, des mises à jour en LOD 3 ou des extensions du LOD 2. On prend des bâtiments qui étaient dans le niveau de détail 1 qu'on convertit en niveau de détail 2. Donc maintenant, l'environnement, on utilise les deux types d'environnement, Esri et Bentley. Bentley pour créer la maquette, parce que dans Esri, on n'est pas capable de créer de composantes en tant que telles, donc on utilise un mix des deux. Donc on utilise dans l'environnement Esri, c'est qu'on utilise le format, une file géodatabase avec des entités multipatch pour créer le 3D. Donc les logiciels qu'on a utilisés sont ArcGIS avec ArcMap, ArcGlobe et ArcScene, ArcGIS Server et aussi ArcGIS Explorer pour la diffusion à l'externe. Donc, il y a plusieurs divisions de la ville qui ont été impliquées dans le projet. On parle notamment de l'aménagement du territoire, l'ingénierie, l'environnement. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs divisions de la ville qui ont été intéressées lorsqu'on leur a parlé de la maquette 3D parce qu'ils ont toujours un intérêt à la modélisation 3D lorsqu'on implante un projet. Il y a plusieurs impacts à la ville, donc on veut connaître déjà à l'avance c'est quoi qui va se passer. Donc, présentement, on est capable de donner un accès facile à la maquette 3D aux employés de la Ville de Québec. Puis l'environnement Bentley sert de mise à jour à la file GeoDatabase. Donc, comme je disais, c'est un projet qui est à multiples divisions. Donc, on a un comité directeur qui nous donne les grandes orientations du projet. Il nous dit vers quoi le projet doit aller, c'est quoi les attentes des diverses divisions. Parce que ce comité-là est généralement composé de directeurs de division. Donc, ils nous donnent les orientations de leurs services pour, par exemple, l'environnement, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme besoin, l'ingénierie, l'aménagement du territoire. Et aussi, on a un comité de pilotage qui, lui, c'est vraiment ceux-là qui ont les deux mains dans le moteur. On leur fait faire des tests, on présente un produit, on présente des projets, des prototypes. Puis eux autres, ils nous disent qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi les améliorations techniques qu'on pourrait apporter au projet. Et puis aussi, il y a un transfert de connaissances avec leurs employés ou leurs collègues, justement pour faciliter les échanges entre les TIT puis les clients, internes bien sûr. Donc, c'est un projet de 2 ans avec plusieurs microphases. Le principe agile, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on ne veut pas avoir une grosse boîte noire qu'on va livrer à nos clients, puis que le client, en bout de ligne, nous dise, finalement, ça ne répond pas à nos attentes. Fait qu'on gère vraiment des micro-projets de 6 à 8 mois, puis on s'ajuste au fur et à mesure, selon le temps. Des fois, les besoins évoluent, les outils évoluent aussi. Donc, avec ces micro-phases-là, on est capable de s'adapter beaucoup plus facilement. Donc, un exemple de procédure qu'on a modifié en cours de route, suite à la maquette 3D, c'est qu'initialement, l'ingénierie faisait la mise à jour en 2D sans nécessairement mettre une cote d'élévation. Par la suite, il devait avoir, ouais, c'est ça, excusez. Puis par la suite, on envoyait les données 2D qui étaient recaptées une deuxième fois en 3D, puis les gens, on faisait l'intégration au TIT de ces bâtiments-là en 3D. Ce qu'on fait maintenant, c'est que déjà à l'avance, les gens à l'ingénierie captent en 3D avec les stéréorestituteurs numériques, puis avec une suite de processus FME,
on est capable de recréer assez rapidement les bâtiments de façon avec plusieurs conditions, plusieurs équations. On est capable de sortir les bâtiments qui vont être mis à jour, ceux-là qui ont été remplacés. Donc, on a un traitement beaucoup plus automatisé. Les problématiques qu'on a, c'est que la première, c'est qu'il y a plusieurs types de fichiers, plusieurs standards et plusieurs fournisseurs. Donc, il a fallu mettre des procédures en place pour être capable de prendre, par exemple, des SketchUp, des fichiers microstations, des Collada, des 3DS, puis tout ramener ça dans S3. La façon qu'on a fait, ça a été par FME. Donc, on a plusieurs batchs, pardonnez-moi l'anglicisme, qui ont été développés justement pour être capable d'intégrer tous ces types de fichiers-là dans un seul environnement. Voyons. Oh, je n'ai pas pris le bon, excusez. Aussi, dans les autres problèmes, c'est de faire converger les différents besoins de plusieurs services à l'interne. Donc, il y avait des besoins qui étaient divergents, mais il a fallu qu'on priorise les besoins justement pour que ça aille plus rapidement. Et aussi, il a fallu qu'on maximise le temps de nos ressources, parce que comme je vous disais, c'est que on fait des microphases de 6 à 8 mois, donc il ne fallait pas perdre de temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un plan de formation assez rapidement en place. On a aussi visité beaucoup de sites web pour les bonnes pratiques en 3D. Et aussi, on a fait une cueillette d'informations auprès d'autres villes, au Canada et aux États-Unis. Donc, ici, on va voir les différents niveaux de détail. Le lot numéro 1, c'est une extrusion pure et simple du contour du bâtiment. Le lot 2, on voit qu'il y a plus de détails, les formes de toit, par exemple. Et le lot 3, c'est vraiment les façades, il y a les textures sur les bâtiments. Donc, on est rendu à ce lot 3. Il y en a un quatrième aussi qu'on pourrait dire qui est plus l'intérieur des bâtiments avec les escaliers. Mais pour nous, on arrête ça au niveau du lot 3 parce que ce serait très complexe à gérer. On a à peu près 130 000 bâtiments, 130 000 entités dans la maquette 3D. Donc, ce serait beaucoup trop de détails, ce serait trop lourd à gérer. Donc, je vais vous présenter un petit film. Donc, comme vous pouvez le voir dans le film, c'est que c'est pas vraiment c'est pas été un workstation qui a servi à ça. C'est vraiment un ordinateur qui est très commun. C'est un desktop le plus ordinaire possible. Donc, pour être capable d'avoir les vraies performances là, chez le client. Donc, la maquette 3D nous permet, avec l'engin ArcGIS Explorer, nous permet d'avoir aussi les orthophotos qu'on a acquises à la ville, mais aussi les fonds de cartes qu'on a à la ville. Fait qu'on crée des services web, tant pour la maquette 3D en tant que telle, et aussi les fonds de cartes. Fait qu'on est capable de les utiliser et les réutiliser. Les fonds de cartes qui ont servi pour la carte interactive peuvent être réutilisés pour la maquette 3D. Donc, ça donne une richesse, le fond de carte donne une richesse encore, une plus-value à la maquette 3D. Donc là, ici, on voit le lot 3. C'est à l'Université Laval, donc il y en a sûrement qui ont reconnu le pavillon Caso. Donc là-dessus, on a plus de textures. Et puis, c'est ça, on est capable d'avoir de l'information visuelle sur les projets, sur les bâtiments aussi. Ce qu'on va voir plus tard, c'est les nouveaux projets. On est capable d'instaurer des nouveaux projets. Donc ici, vous voyez en orange, c'est des lots 2 et en jaune, je dirais en beige, des bâtiments de lot 1. Ça ici, c'est le terrain de l'ancienne aréna de Gifford. En vert, ce qu'on voit, c'est les bâtiments qui vont être affectés. Présentement, ils ont été détruits. Lorsqu'on a créé la maquette, ils étaient là. Puis aussi, on veut faire un SIG 3D, donc on est capable d'instaurer aussi des métadonnées dedans pour le bâtiment. Puis aussi, une chose qu'on veut essayer de faire prochainement, c'est avec des identifiants uniques, être capable de rattacher toutes les propriétés au bâtiment. Donc, il y a une description de chaque propriété. Puis là, ici, vous voyez le nouvel aréna, ainsi qu'il va y avoir aussi 2 terrains de soccer. Donc, ça a permis aux
aux gens à l'aménagement de voir l'étendue, l'ampleur du projet, tandis que d'habitude, ils ont juste des plans 2D, des coupes, des plans de façade. Donc maintenant, ils sont capables de se repérer beaucoup plus facilement. Ici, c'est le projet d'écoquartier à Estimauville. Donc, il y a tout l'environnement qu'on est capable de mettre en fond de plan, puis aussi tous les nouveaux bâtiments qui vont apparaître aussi avec des éléments plus ponctuels comme les véhicules, les arbres, les lampadaires. Donc, ça permet d'avoir une plus-value, de voir vraiment le projet dans son ensemble. Et ainsi, on peut aussi rattacher avec ArcGIS Explorer des données de type des URL. Mettons, on peut linker ça dans un nouveau site web. Donc, la page web va apparaître. Donc, ça permet d'avoir une bonne idée des nouveaux projets. Bon, eh bien, je vais faire ça en 3 minutes. Donc, cette partie-là, c'est un client qui nous l'a monté. Là, on lui a posé qu'est-ce qu'on fait avec la 3D à la Ville de Québec. C'est des gens à l'aménagement du territoire qui nous ont répondu. On peut en faire de l'analyse spatiale avec des projections d'ombrage. Donc, lorsqu'il arrive un nouveau bâtiment, c'est quoi l'impact, pas juste visuel du bâtiment, mais aussi, est-ce qu'il va faire de l'ombre à un autre bâtiment ou à un autre service de la Ville de Québec, par exemple à une piscine publique? Est-ce que le nouveau bâtiment va mettre de l'ombrage à la piscine publique? Donc, on va être capable de préparer ces données-là pour justement être capable de faire des analyses d'ombrage qu'on ne pouvait pas faire avant en 2D. Aussi, on peut faire des analyses de visibilité, comme je viens de vous parler, mais on peut en faire à partir d'un point linéaire, donc d'une route. On peut dire, bon, ben, par exemple, ici, on voit le bâtiment que je vous parlais, le nouveau bâtiment qu'il va y avoir pour l'Aréna Giffard. Ben, on peut voir par rapport à l'autoroute de la capitale, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Donc, en rouge, il va être non visible et en jaune, il va être visible. Donc, les prochaines étapes de la maquette 3D, il va y avoir, présentement, il y a eu une acquisition d'imagerie oblique pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec. Donc, ça implique la Ville de Québec, la Ville de l'Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Pour être capable d'avoir aussi les façades des bâtiments, pour faire une extension de nos bâtiments en lot 3. Puis, ça découle aussi sur d'autres projets, par exemple avec l'évaluation des bâtiments. Aussi, comme je disais, on va augmenter le nombre de bâtiments de 2e et 3e niveau de détail. Faire un lien entre la maquette 3D et la base de données des propriétés pour avoir encore une richesse supplémentaire pour faire des cartes thématiques en 3D, par exemple. Rendre la ville virtuelle disponible aux citoyens, ça va être dans les prochaines étapes, et aussi adhérer à la charte 3D qui a été mise en place, je crois, en 2009. Il me reste 1 minute pour faire ma conclusion. En conclusion, la demande des représentations 3D est en croissance. De plus en plus de nos clients nous demandent d'avoir la maquette 3D sur leur poste. Pas seulement à l'aménagement du territoire, à l'ingénierie ou à la gestion des immeubles, mais aussi à l'Office du tourisme, par exemple. L'analyse 3D est en ses débuts, c'est les balbutiements du 3D. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel. On a beaucoup de projets qui sont à un stade embryonnaire, mais qu'il y a beaucoup de potentiel. Les clients ne se rendent pas toujours compte que le projet qu'ils ont peut se monter en 3D. Puis lorsqu'ils le voient, ben, ils voient tout le potentiel de leur projet à l'avance. Et puis, donc, plus l'utilisation de la 3D passe du cosmétique vers l'analyse, plus les données devraient être propres. Donc, c'est une autre phase qu'on a dans notre projet, c'est de mettre à jour toutes nos données, mais aussi les rendre les plus exactes possibles. Donc, on travaille beaucoup avec l'ingénierie pour avoir les données les plus propres possibles, les plus réelles possibles. Donc, je vous remercie beaucoup et passez une belle après-midi. Je remercie M. Guillemette. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Guillemette? Non?
Vous avez été très clair. Oui, oui, comme de l'eau de roche. D'accord. Aucune question? Oui. Oui. Pouvez-vous vous nommer puis vous avancer, s'il vous plaît? Il y a un Ah ben, reste assis, puis il n'y a pas de problème, tu es enceinte. Reste assis, là, voyons. Bonjour tout le monde, Marie-Renée. Steve, tu dis que la carte 3D, mais en fait, c'est les bâtiments qui sont 3D, hein, parce qu'au niveau de la topo, est-ce Oui, que on vous l'a. avez... parce que tantôt, on voyait le caso, puis moi, je me souviens très bien d'avoir mesuré la butte en face du caso, en volumétrie. Vous l'avez fait vous aussi? C'est sûr qu'il y a quand même des... c'est pas exact au centimètre près, mais le modèle numérique de terrain de la ville, là, il est mis à jour par photogrammétrie, par les gens de l'ingénierie. On a 5 photo-interprètes qui mettent à jour, à partir des photos aériennes, la topographie. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine, je dirais, une compression du modèle numérique de terrain pour l'affichage. C'est sûr qu'il n'est pas précis au centimètre près, dû à une compression, parce qu'il y a quand même des gains en performance qu'on doit faire, là. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des notifications qu'on donne là, aux clients, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils s'attendent à avoir du centimètre près, là. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y aurait une seconde question? Non? Alors, je vous remercie. Oh, il y en a une. Ah, oui. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, Michel Labelle du ministère des Transports. Oui. J'aimerais savoir si dans vos projets 3D, vous avez l'intention d'aller dans le souterrain au niveau de la structure routière. Oui, c'est un projet. Il était censé être réalisé dans ce mandat-ci, mais on n'a pas eu le temps de le réaliser. On avait mis des priorités, puis c'était une priorité d'ordre 3. On n'a pas eu le temps de le réaliser, mais effectivement, on veut mettre le souterrain dans nos prochaines phases avec justement l'ingénierie qui va nous fournir leurs données. C'est sûr que c'est des données 2D seulement, mais on est capable, à partir des attributs, de pouvoir mettre le bon diamètre des tuyaux, par exemple. Là. Fait qu'on va être capable de le réaliser. Techniquement, c'est réalisable, mais il faut juste qu'on y pense comme il faut. Merci beaucoup.